La question que j'ai choisie, c'est la sécurité est-elle une valeur politique? Alors je me permets de vous donner la réponse tout de suite, comme ça il n'y aura pas de suspense. La réponse que je vais vous proposer de défendre, vous verrez comment, c'est non. D'accord? Alors maintenant, reste à savoir pourquoi, comment, que j'arrive à ça. Alors, pour essayer de comprendre ça, je vais vous proposer de réfléchir sur la sécurité. Et pour définir la sécurité, je vais vous proposer de rapprocher ce mot, ce concept, sécurité, d'un autre concept. Donc je vais raisonner par paire, par couple de notions. Et pour définir la sécurité, donc, je vais le distinguer d'autres concepts qui sont parfois proches, parfois contraires, parfois opposés. Et donc ça va faire 3 paires de concepts. Je vous propose pour commencer une phrase, une citation de Nietzsche, qui va me permettre d'annoncer que je vais parler d'architecture. Pour parler de sécurité, je vais parler d'architecture. J'espère qu'il y a parmi vous des architectes peut-être. Voilà ce qu'écrit Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles. Alors, puisque cette année on fait des progrès techniques à Méribel, on est passé au visuel, j'ai prévu un petit diaporama avec les citations et puis quelques images, bien sûr. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. Il écrit... Alors, je vous lis la citation un tout petit peu avant, je l'ai pris un petit peu avant, et ça, ce que vous avez à l'écran, c'est la fin de la citation. Il dit que l'architecture fut sans cesse sous la suggestion de la puissance. Il y a donc pour Nietzsche un rapport entre architecture et pouvoir politique. Et que dans l'édifice, la fierté, la victoire sur la lourdeur, la volonté de puissance, grand concept nietzschéen, doivent être rendues visibles. Bien. Et c'est là qu'il ajoute cette phrase qui me sert de point de départ. L'architecture est une sorte d'éloquence du pouvoir par les formes, tantôt convaincantes et caressantes, tantôt donnant seulement des ordres. Vous pouvez facilement imaginer quand vous déambulez dans un édifice, parfois l'espace est assez libre, parfois même séducteur ou convaincant, et parfois c'est plus normatif, plus ordonné, il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Alors, ceci pour annoncer donc que je vais essayer de comprendre la sécurité à partir d'un certain nombre de références à l'histoire de l'architecture. Commençons par poser le problème. Qu'est-ce qui m'a amené à rapprocher sécurité et urbanisme, si vous voulez? Alors je poserai le problème de la façon suivante. Mon premier point, c'est que la sécurité semble être une valeur évidente en politique. Après tout, qui ne voudrait pas vivre en sécurité? Je ne vois pas, puisqu'on sort d'une campagne présidentielle, je ne vois pas un candidat déclarant lors de sa campagne, si vous m'élisez, il y aura moins de sécurité grâce à moi. Bon. Donc, c'est une valeur qui nous semble évidente, à laquelle nous adhérons. Et nous adhérons d'autant plus que c'est une valeur qui nous semble, pour le coup, concrète, ou renvoyée à des choses concrètes, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas des valeurs politiques. Je vous donne un exemple. Autre grande valeur politique, la justice. C'est pas facile, la justice. Vous vous souvenez de la dernière édition de la Fête de la philosophie, on avait parlé de la justice. La liberté. Alors, pour nous qui vivons en démocratie, la liberté semble acquise. La paix, grande valeur politique, mais on y a presque renoncé. Et qu'est-ce qui nous reste quand on n'a plus la justice, la liberté, la paix? Il nous reste, pour parler de choses concrètes, la sécurité. Voilà. C'est presque dommage, d'ailleurs, que dans une campagne présidentielle, le débat présidentiel ne soit pas sur, au fait, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que c'est la paix. On l'aborde, mais on passe très vite à autre chose, parce que sinon, ça fait philosophe. Donc, on parle de sécurité, on parle d'encadrement, on parle de policiers, on parle de choses qui ont l'air très concrètes. Bien. Donc, une valeur évidente qui semble faire consensus. Bien. Ceci étant dit, deuxième point, il y a toutefois une ambiguïté, mais une ambiguïté énorme à parler de sécurité. Et c'est ça qui va me servir à poser le problème. Je dirais que le mot sécurité a au moins 2 sens très différents. Je vous propose ces 2 sens-là qui compléteront un peu probablement ce que vous avez vu ce matin. Dans un premier sens, la sécurité, c'est être à l'abri du danger. Être en sécurité, c'est être à l'abri du danger. Nous sommes en sécurité quand nous sommes à l'abri du danger. Bien. Donc cela renvoie, je dirais, à des faits objectifs. Si je marche à cloche-pied au bord d'un précipice,
sans sécurité, donc je suis pas à l'abri d'un danger. Bon. Ou si je conduis ma mobilette à toute vitesse, sans casque, même à Miribel, je ne suis pas en sécurité. Bon, donc c'est un fait objectif. Et puis, dans le concept de sécurité, il y a une deuxième notion, une deuxième définition de la sécurité, qui est très différente, vous allez voir. La sécurité, c'est aussi un sentiment, donc un état d'esprit. C'est un sentiment, un état d'esprit, lorsque nous nous croyons à l'abri du danger. Et lorsque nous nous croyons à l'abri du danger, nous sommes alors sans crainte. Vous voyez la différence entre d'un côté être sans danger, dans une situation qui ne présente pas de danger, et dans l'autre, être sans crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux sens sont totalement opposés pour moi, puisque le premier renvoie à des choses objectives, et le deuxième renvoie à quelque chose de subjectif. Objectif, subjectif, c'est un grand couple de contraires classiques dans la philosophie, mais absolument irréconciliable. Alors, en quoi cela fait-il problème? Après tout, finalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans la solitude. La solitude, c'est aussi quelque chose qui est à la fois objectif et subjectif. Je pense qu'en politique, ça pose problème. Dans le champ de la politique, ce double aspect de la sécurité peut poser problème. D'abord, on voit mal quelle place faut-il donner à un sentiment dans la politique. Est-ce qu'il faut le prendre en compte, ce sentiment? Est-ce que le sentiment est toujours juste? Et quand il est faux, comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un qu'il a tort d'avoir ce sentiment? Bon. Le premier problème, la politique doit-elle avoir affaire avec des sentiments subjectifs? Deuxième problème, puisqu'il y a un versant objectif et un versant subjectif, il peut y avoir un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous croyons être. Ça veut dire que je peux être objectivement en danger, mais me croire à l'abri du danger. Alors, est-ce qu'on dira que je vis en sécurité? Et à l'inverse, je peux ne pas du tout être en danger, mais me croire être en danger. Et donc avoir peur, et vivre dans la crainte. Est-ce qu'on dira que cette personne, qui vit effectivement en sécurité, mais qui se trompe sur sa croyance, vit quand même en sécurité? Difficile. D'accord? Donc le fait qu'il y ait deux versants crée la possibilité d'un décalage, crée donc un problème. Et puis, troisième ordre de problème, le problème de la sécurité, c'est qu'elle ne porte pas directement, pas vraiment, sur des faits réels, mais sur des faits possibles. On en a parlé tout à l'heure avec Pierre, je pense que ça renvoie à des choses que vous avez pu voir ce matin. Et effectivement, ça me semble une idée très très importante de souligner que lorsqu'on s'occupe de sécurité, on ne s'occupe pas tant de ce que font les hommes, mais de ce qu'ils pourraient faire, de ce qu'ils risquent de faire. D'accord? Donc s'occuper de sécurité, c'est pas simplement arrêter les criminels, c'est aussi prévenir la criminalité, prévenir le délit, l'anticiper. Donc, là aussi, problème, la politique peut-elle s'occuper de possible, du possible à venir? Vous savez bien, c'est le propre de l'avenir est incertain. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'idée de faire de la sécurité une valeur politique ne va pas de soi. Et je propose de l'interroger, cette idée. Je propose de réfléchir sur cette question. Pourquoi introduire dans un discours politique l'idée de sécurité comme étant quelque chose d'important? Pourquoi vouloir la sécurité? Et pour répondre à cette question, je propose de faire une sorte de généalogie du concept de sécurité. Cette idée généalogie de la sécurité, c'est bien sûr une allusion à Nietzsche, qui avait écrit une généalogie de la morale. Ça veut dire, pour moi, et pour le propos que je vais avoir devant vous aujourd'hui, étudier comment et pourquoi, à quel moment, le concept de sécurité a été introduit dans le discours politique. Comment ce concept fonctionne à l'intérieur du discours politique. Et je vais vous montrer qu'à chaque fois qu'on parle de sécurité, c'est pour l'opposer, pour le distinguer et l'opposer à une autre valeur politique. D'accord? À la limite, je pourrais parler, je sais pas moi, de liberté en parlant que de liberté. En fait, quand je parle de sécurité, je m'en sers pour m'opposer à une autre valeur politique. Et je vais prendre 3 exemples. D'accord? Alors allons-y. Premier exemple, et première partie, si vous voulez, de mon intervention, le couple sécurité et protection. Voilà 2 mots qui sont propres.
Voilà deux choses importantes. Et voilà deux choses pourtant qui ne se superposent pas, voire qui s'opposent. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors je dirais, pour commencer à comprendre ce qu'est la sécurité, qu'il faut distinguer la sécurité de deux autres valeurs politiques qui sont proches. Et quand on parle de sécurité, on écarte ces deux autres valeurs. D'accord? Alors je vous donne ces deux valeurs qui, de mon point de vue, ne sont pas exactement la même chose. Première distinction, il faut distinguer la sécurité et la paix. Ce n'est pas la même chose, la sécurité et la paix. Alors pourquoi? Quelle différence je ferai, ou quelle différence je vous invite à faire entre la sécurité et la paix? Je dirais qu'on peut estimer que la paix suppose, entre les parties qui sont en paix, si vous voulez, que l'on dépose les armes. Quand on vit en paix, on dépose les armes. On n'a pas besoin d'être armé. On n'a pas besoin de sortir dans la rue avec un pistolet à la ceinture. C'est ça, vivre en paix. La paix, c'est la fin des armes. Et quand on dépose les armes, on renonce aux armes. Au contraire, la sécurité, c'est l'appel aux armes. Quand je dis attention, il faut faire attention. Il faut faire attention, ça veut dire il faut sortir, il faut se préparer à dégainer nos armes. Appel aux armes de toute nature, hein, armes, je dirais, armes à feu, armes mortelles, armes psychologiques, voilà. Pour construire la paix, il faut renoncer aux armes. Pour vivre en paix, il faut s'armer. Il faut se protéger, vous allez me dire. On y vient. Il faut en tout cas se défendre et même se préparer à se battre. C'est ça la sécurité. Pour vivre en sécurité, il faut se préparer à se battre. Pour vivre en paix, il faut renoncer à se battre. Et c'est pas pareil. Alors bien sûr, vous connaissez tous le célèbre adage latin, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais je trouve que cette phrase, c'est une bonne manière de confondre la paix et la sécurité. Et je propose de corriger cet adage célèbre, si célèbre qu'on ignore quel est son auteur. Donc moi, je vous livre un autre adage, et j'espère qu'il deviendra aussi célèbre, et on connaîtra son auteur, c'est moi. Si tu veux la sécurité, prépare la guerre. Et non pas si tu veux la paix. Si tu veux la sécurité, prépare la guerre. Si tu veux la paix, essaye de voir plus loin que la guerre. D'accord? Donc voilà, première distinction entre sécurité et paix. Je vois une autre raison aussi de distinguer la sécurité et la paix, raison importante, c'est que la paix suppose la confiance. Qu'est-ce qui me permet de renoncer à l'usage des armes? C'est que tout à coup, je fais confiance aux autres. Alors évidemment, tout à coup, c'est un raccourci. La confiance, ça se construit, ça demande un art, ça s'appelle l'art politique, ça ne viendra pas comme ça. La paix se construit sur la confiance mutuelle. Au contraire, vous avez compris où je veux en venir, au contraire, la sécurité, elle, se fonde sur la méfiance. Ce qui nous amène à faire attention, c'est que nous sommes méfiants. Que nous ne faisons pas confiance ni aux autres, ni au réel, ni à l'avenir. Hein, quand je me suis assis sur ce banc, j'ai fait confiance au banc pour qu'il ne s'effondre pas quand je m'assois dessus. Si je voulais absolument vivre en sécurité, avant de m'asseoir sur ce banc, je l'aurais secoué, je serais monté dessus, j'aurais tapé dessus, c'est bon, il résiste, je peux m'asseoir. Bon. Ça, c'est la méfiance. Vivre dans la méfiance, c'est pas facile, hein, vous imaginez. Bien. Tout à l'heure, on a mangé un délicieux repas. À une époque, il fallait faire goûter son repas par d'autres, hein, parce qu'il risquait d'être empoisonné. Ça, c'est pas la paix non plus. Bon. Donc, voilà cette différence qui fait que, de mon point de vue, on ne peut absolument pas confondre ces deux questions. Je reconnais que dans les faits, très souvent, dans les textes qui parlent de paix, le mot sécurité n'est jamais loin. D'accord? La fameuse phrase de George Bush, il nous faut vivre dans un monde plus sûr. Bon, on va y venir dans un instant. Les deux sont toujours proches. Ça me semble être une erreur conceptuelle majeure et regrettable. Voilà, deuxième distinction conceptuelle. Donc sécurité n'est pas paix. Deuxième distinction, et là je rentre dans les questions d'urbanisme, vous allez voir, la sécurité n'est pas non plus la sûreté. Puisqu'on a deux mots en français, pourquoi ne pas les distinguer? Alors cette fois, pour les distinguer, sécurité et sûreté, je pense qu'il faut passer un peu plus de temps. Ils sont vraiment très proches, ces deux termes, on les confond très souvent, et il n'y a peut-être pas de différence systématique. Hein. Je pense que si vous ouvrez le dictionnaire, au mot sécurité, ils mettront synonyme sûreté. Bon, donc ce que je vous propose là, c'est bien sûr ouvert à la discussion. Mais je vous propose l'hypothèse suivante, et ça va vous rappeler, j'imagine, ce dont Pierre parlait ce matin.
Je dirais que c'est dans le champ de l'architecture que ces deux mots trouvent leur différence. Que si on veut comprendre la différence entre la sécurité et la sûreté, il faut faire un peu d'architecture. Après tout, que les questions politiques soient liées à des questions architecturales ou d'urbanisme, ce n'est quand même pas un hasard. Je vous rappelle que le mot ville et le mot politique ont finalement la même origine. C'est ce que les Grecs appelaient la police, P-O-L-I-S. Sauf que police, ça a aussi donné en français la police, P-O-L-I-C-E. Et la police, c'est justement ce qui est chargé de veiller sur notre sécurité. Bon. Donc il y a un ensemble de concepts qui sont proches. Alors allons-y. Dans l'histoire de la ville ou dans l'histoire des villes, je dirais que la grande problématique fut très longtemps de se protéger des dangers extérieurs. Qu'est-ce que c'est que bâtir une ville? C'est d'abord bâtir une place forte, un château fort, aux murs épais, solides, pour assurer, écoutez bien, la protection. Je ne dis pas sécurité, je dis protection. La protection de ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Et donc on construit effectivement des murs épais, mais en même temps des points de passage stratégiques, des ponts-levis, des herses, voilà, tout ce que vous voulez. Nous parlerons alors, quand il s'agit de mettre en place une protection, nous parlerons alors de sûreté. La sûreté, c'est ce qui nous assure et nous protège d'un danger extérieur. C'est ce qui nous met à l'abri du danger et à la crainte de ce danger. Et c'est pourquoi, quand on parle d'une ville, très souvent, on parle de ses murs. Et pendant très longtemps. Vous allez me dire, plus aujourd'hui, oui c'est vrai, j'y viens dans un instant. Mais je vous donne deux exemples. Bon, le premier exemple, le plus célèbre, c'est la description de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse de Saint Jean. Quand Saint Jean dit qu'il y aura un jour une Jérusalem céleste, la cité de Dieu, de quoi parle-t-il? Uniquement de murs. D'accord? Et alors j'ai pensé à cette illustration, c'est l'église Sainte-Marie-Majeure à Rome, donc une des plus grandes et une des plus belles églises du monde chrétien. Vous avez cette mosaïque qui représente la Jérusalem céleste. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des murs avec une entrée. Et on insiste bien sur le fait que bâtir une ville, c'est d'abord bâtir des murs. La première ville, Enoch, fondée par Caïn, quand il est chassé, mis sur la route de l'exil pour avoir tué son frère Abel, la première ville consiste à bâtir des murs. Pourquoi? Parce que Caïn cherche à fuir l'œil de sa conscience. Bon. Donc bâtir une ville, c'est d'abord bâtir des murs. Et puis, deuxième exemple, qui souligne cette idée qu'il n'y a pas de ville sans murs, c'est alors, presque un contre-exemple, ou un exemple plus anecdotique, c'est l'histoire de la ville de Sparte. Vous savez bien que les Spartiates étaient fiers d'être courageux et d'être forts au combat. Eh bien, on raconte que la ville de Sparte, dans l'Antiquité, n'avait aucun mur de protection. Parce que les Spartiates considéraient que personne n'oserait les attaquer. Donc ils étaient très fiers de pouvoir dire, non, non, nous, on n'a pas d'enceinte, on n'a pas de mur, personne ne nous attaquera, et s'ils nous attaquent, nous nous défendrons, nous ne nous cacherons pas derrière nos murs. Donc il y a bien l'idée que les murs, ça sert quand même à se protéger, à se cacher d'une attaque extérieure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez eu la chance d'aller au Péloponnèse, il n'y a plus rien de Sparte. Il n'est resté aucune ruine. Pourquoi? Parce qu'en général, les vestiges d'une cité, ce sont d'abord ses murs. Sparte n'avait pas de murs, il n'y a donc pas de vestiges de Sparte. Donc voilà deux exemples, je dirais, qui soulignent cette idée que bâtir des villes, c'est d'abord bâtir des murs. Alors je dirais que, de ce point de vue-là, le mot sécurité, c'est autre chose. La sécurité, c'est ce que l'on va mettre en place pour éviter les dangers, non pas de l'extérieur, mais les dangers qui viennent de l'intérieur. Il faut donc comprendre comment en sommes-nous arrivés là. Pourquoi le danger vient-il de l'intérieur et non plus de l'extérieur? Vous voyez que si le danger vient de l'intérieur, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des murs épais, c'est d'être méfiant. Pourquoi se méfier des autres? Et je dirais que la protection, l'enjeu qui était la protection, va être remplacé par autre chose, va être remplacé par la méfiance. Donc voilà ma différence. La sûreté, ça sert à bâtir une protection. La sécurité, ça sert à nourrir la méfiance. D'accord? Donc il y a une grande différence là, me semble-t-il. Ce qui veut dire, et c'est la démonstration que je vais faire,
que le mot sécurité a servi à s'opposer à l'idée de protection. Voilà un paradoxe. Ça veut dire que quand je prône la sécurité, je suis en train d'écarter l'idée de protection. Voilà un paradoxe qu'il faut expliquer. Alors, pour expliquer ce paradoxe, j'ai besoin d'introduire un autre terme. Dans mon raisonnement, je dirais que, donc au début, on a des murs qui assurent la protection. Vient un moment où on a moins besoin de protection. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de favoriser autre chose. Et on a besoin de favoriser quoi? On a besoin de favoriser la circulation. Et ce moment, je le placerai au XVIIe, XVIIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, quand on va bâtir des villes, ce qui compte, ce n'est plus de se protéger, c'est d'assurer au contraire le plus de circulation possible. Alors, cela apparaît très clairement dans les représentations de plans de villes qu'on peut trouver. Regardez, dès le IVe siècle, alors je vais vous montrer des images. Toutes les images que je vous montre sont plutôt de la fin du Moyen-Âge, donc XIIe ou XIIIe siècle. Mais dès le IVe siècle, la ville est souvent représentée par des murs d'enceinte. Et donc, vous voyez, dans un mur d'enceinte, ce qui compte, c'est le mur, et à l'intérieur des murs, on a disposé un peu au hasard, l'église, bien sûr, toujours importante, quelques maisons. Là, vous avez le plan de Rome. Et vous avez vu comment on se sert des frontières naturelles, j'ai envie de dire, de la rivière, comme un complément au mur d'enceinte. D'accord? Voilà pour Rome. Deuxième grande ville de l'Antiquité, Alexandrie, même chose. Des fortifications. Des fortifications importantes. Beaucoup de maisons, toutes serrées les unes contre les autres. C'est sûr que ça ne facilite pas la circulation. Troisième grande ville, pas très loin d'ici, Milan. Alors, il n'y a pas encore la grande cathédrale de Milan, mais il y a déjà les murs d'enceinte. Et alors là, ils sont magnifiques, ils sont bien ronds. Bien ronds, avec quelques portes pour justement pouvoir rentrer, sortir, mais des entrées très surveillées. Et puis, dernier exemple que je vous montre, avant-dernier exemple, Constantinople, ville mythique. Regardez ici, effectivement, on construit au bord de l'eau, mais même en étant au bord de l'eau, on va construire des fortifications pour ne pas être attaqué par la mer. Et puis, puisqu'on avait commencé par la Jérusalem céleste, voilà la Jérusalem terrestre, telle qu'on la représente au XIIe siècle. Donc là, fin du Moyen-Âge. Ce qui compte, c'est les fortifications. Ce qui compte, c'est les murs. Et puis, arrive la Renaissance. Et à la Renaissance, quand on représente la ville, alors je vous montre, le contraste va être fort, vous allez voir, quand on représente la ville, voilà ce qu'on représente. Donc c'est des images célèbres d'une cité qui n'a pas existé, donc une cité qu'on dit parfaite ou utopique. Et dans cette représentation, vous voyez quoi? Vous voyez une place et un grand espace. Et on devine, et il faut aller le voir, on devine tout au fond derrière un petit mur d'enceinte, mais c'est plus du tout ça qui compte. On n'est plus au-dessus de la ville, on est à l'intérieur. Représentation en perspective. Alors on dit que c'est l'école de Piero della Francesca, il est à peu près acquis aujourd'hui que, en fait, c'est pas du tout Piero della Francesca qui a peint ces tableaux. Ces tableaux, on les appelle les vues de la cité idéale ou les perspectives urbinates, parce qu'elles étaient conservées dans la ville d'Urbino. Et elles sont trois. Et regardez bien comment on se sert de la perspective pour ouvrir l'horizon. Il ne s'agit plus de bloquer les assaillants, il s'agit à l'intérieur de la ville de voir les directions dans lesquelles on pourrait s'avancer. Donc la première que vous avez vue, elle est à Urbino, celle-ci, elle est à Florence, et celle-là, la troisième, elle est à Berlin. Et alors là, c'est encore mieux, on n'a carrément pas de mur, on a carrément l'océan, c'est-à-dire l'horizon infini, l'ouverture infinie, accentuée donc par sa ligne de fuite. Qu'est-ce qui se passe pour que dans la représentation des villes, ou dans l'imaginaire qu'on a des villes, tout à coup, ce qui compte, c'est plus le mur d'enceinte? Alors je vais explorer cette idée que ce qui compte, c'est la circulation, parce que ça ne vient pas comme ça par hasard. Et cette idée, elle se met en place au XVIIe siècle. Là non plus, ce n'est pas par hasard. Et pour expliquer, pour suivre cette idée, je vais suivre l'analyse qu'en fait Michel Foucault dans son cours au Collège de France intitulé « Sécurité, territoire et population ». Donc sécurité, c'est bien notre thème. Alors que dit Foucault? Vous allez voir, alors, il ne parle pas de ses vues, il parle d'autre chose. Je vais je vais vous dire de quoi il parle. L'idée de Foucault, c'est de distinguer trois manières de gouverner les hommes.
au moins 3 niveaux, je dirais. La première, c'est de faire des lois, au niveau juridique. Si je veux gouverner un peuple, je fais des lois. Les lois, elles ont pour fonction d'interdire certains comportements et de punir d'autres comportements. Bien. Première possibilité. Deuxième manière de gouverner les hommes, si je veux qu'ils m'obéissent, la discipline. Donc effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait parlé de surveiller et punir de Foucault. Il y avait cette idée de discipline. La discipline, très différent des lois, ça n'interdit pas, ça prescrit. Le but de la discipline, c'est de prescrire certains comportements, de les guider, de les normer, de faire que tout le monde marche pareil. Vous avez déjà vu les militaires le 14 juillet, c'est ça la discipline. Et enfin, dit Foucault, voilà qu'au XVIIe siècle, il y a une nouvelle manière de gouverner les hommes, qui n'a rien à voir avec les 2 précédentes. Et lui, il appelle ça la sécurité. Les dispositifs de sécurité, qui n'ont pas pour but d'interdire, ni de prescrire, pas du tout, mais ils ont pour but, en fait, d'agir sur le réel et sur les... Alors, je vous propose cette formulation, elle est de moi, elle n'est pas de Foucault, elle est un peu complexe. Agir sur les conditions de possibilité de certains phénomènes politiques. Agir sur les conditions de possibilité de certains phénomènes. Pour les maîtriser, bien sûr. Alors, les maîtriser de 2 façons. Soit en limitant au maximum les aspects négatifs, soit en développant au maximum les aspects positifs. Voilà, c'est ça, faire de la sécurité. Limiter ce qui est négatif, empêcher le développement potentiel, possible, probable de ce qui est négatif, et au contraire, favoriser, mais uniquement favoriser, des développements positifs. Alors je vous donne quelques exemples. Par exemple, limiter le développement de la criminalité, limiter la propagation des maladies. Ce sont des questions de sécurité. Et d'un autre côté, et par la même modalité de gouvernement, favoriser le commerce et les échanges. Ce serait quand même génial de trouver une technique politique qui, d'un côté, limite les actions et de l'autre, favorise les actions. Limite les actions négatives, les épidémies, et favorise les actions positives, les échanges et le commerce. Comment articuler ces 2 fonctions contraires? Vous avez compris, la solution se trouve dans le concept de circulation. En favorisant, en développant, en organisant les villes, non plus autour de l'idée de protection, mais en organisant les villes autour de l'idée de circulation. La ville n'est plus un endroit où on vient se protéger, où on vient se mettre à l'abri d'un danger extérieur. La ville est un endroit où les choses circulent. On respire mieux en ville, en fait, presque. Hein, c'est un peu la grande croyance du Moyen-Âge. L'air des villes rend libre, c'était un adage du Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce serait plutôt le contraire, mais bon. Alors, pourquoi on respire mieux? Parce que ça circule. Alors, je vous donne 2 exemples que prend Foucault, qui sont assez éloquents, me semble-t-il, de villes du XVIIe siècle qui vont se bâtir ou se transformer avec, comme seule préoccupation, d'augmenter la circulation. Premier exemple, les exemples des villes nouvelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville nouvelle? C'est une ville artificielle, on va dire, construite à partir de rien. Il y a eu, au XVIIe siècle, de nombreux projets de villes qui voulaient partir de rien. Donc on s'est dit, on va bâtir de nouvelles villes dans un endroit où il n'y avait rien. Donc on s'installe. Et là, comment on fait? Comment on fait quand on part de rien? Alors, Foucault cite les exemples les plus célèbres. L'exemple le plus ancien, une ville qui s'appelait Christiania. Christiania, peut-être vous savez comment elle s'appelle aujourd'hui, c'est Oslo. D'accord? Donc Oslo, en Suède, entièrement reconstruite après un incendie en 1624 par le roi Christian IV. D'accord? Et donc Christian IV donne son nom à la ville, Christiania. Autre ville en Suède, Göteborg, même chose, fondée, elle, au XVIIe siècle. Alors, quand on repart de zéro à zéro, ou quand on part de rien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Regardez ce plan de Christiania. Alors, je n'ai pas retrouvé le plan de 1624, mais c'est un plan qui est l'héritier de ce plan-là. C'est un plan de 1908. Et vous voyez qu'il n'y a pas de mur d'enceinte. Il y a un urbanisme quadrillé, sous forme de quadrillage. On appelle ça, il me semble, hippodamien.
du nom d'un architecte grec, d'un urbaniste grec, Hippodamos. Je prends l'exemple que prend Foucault en France. En France, il y a eu une ville, construite à partir de rien, qui va suivre ce plan-là. Peut-être vous la connaissez parce qu'elle existe toujours. Cette ville, elle a été fondée par quelqu'un que vous connaissez bien, et quand je vais vous donner son nom, le nom de la ville, vous reconnaîtrez le nom de celui qui l'a fondée. C'est la ville de Richelieu, en France, fondée par Richelieu. En toute modestie, c'est dit, comment appeler cette ville? Richelieu. Alors, il y a effectivement aujourd'hui encore une ville qui s'appelle Richelieu. Alors, je vous montre le plan de Richelieu. C'est le plan aujourd'hui, c'est le plan que j'ai trouvé à l'Office du tourisme. C'est une ville qui est dans le Poitou. Donc, vous avez vu ce plan, ce quadrillage? Bon. Alors, pour la petite histoire, ou pour la grande histoire, si vous voulez. Richelieu, le cardinal de Richelieu, avait racheté le village de ses ancêtres, et donc il l'a fait raser, et il confia à l'architecte Jacques Lemercier, celui qui avait fait le bâtiment de la Sorbonne. Et moi qui ai étudié la Sorbonne, je me suis rendu compte que ça ressemble un peu, en fait, vous allez voir, à ce quadrillage-là. Il confia à Lemercier la tâche de concevoir et de réaliser un château et une ville nouvelle. Et pour manifester, bien sûr, son pouvoir, son ambition. Alors le plan le plus ancien que j'ai trouvé de Richelieu, c'est celui-là. Vous voyez dans ce plan, au milieu, en haut, au nord, le château. D'accord? Et après, vous voyez, sur la gauche, un carré, et sur la droite, pardon, un rectangle, et sur la droite, un autre rectangle avec des plus petits rectangles. D'accord? Voilà, je pointe ces deux points, si vous voulez. Je vais voir si mon appareil... Voilà. Ici, vous avez un premier rectangle, et là, vous avez une deuxième zone rectangulaire. Et donc, l'idée de Lemercier, c'est de plaquer, comme ça, ce quadrillage rectangulaire. Je continue sur l'histoire. La construction s'étala de 1631 à 1642, date de la mort du cardinal. Elle mobilisa plus de 2000 ouvriers. On raconte que lorsque Jean de La Fontaine, le grand fabuliste, donc, vint à Richelieu, il loua la magnificence et la grandeur du château, et il déclara que Richelieu était, écoutez bien, entre guillemets, le plus beau village de l'univers. Donc, vous voyez que peut-être qu'il n'avait pas vu Miribel, ceci dit. Hein. Si on n'a pas encore vu Richelieu, je pense qu'il faut y aller tout à fait assez simple. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est l'exemple le plus éloquent, et c'est l'exemple que prend Foucault, que pour construire toutes ces villes nouvelles, on utilise une forme très ancienne, c'est la forme du camp romain. Hein, dans l'histoire de l'architecture, toutes les histoires de l'architecture commencent en remarquant que l'histoire de la ville, c'est l'histoire d'une croix, croisement de deux routes. Et le camp romain, c'était ça. Les légions romaines commençaient, s'installer quelque part, elles faisaient une croix. On utilise la forme du camp romain, mais ce n'est pas un retour à l'Antiquité, vous allez voir. Parce qu'on part de deux artères qui se coupent à angle droit pour découper d'autres rectangles de formes variées. Dans le cas de Richelieu, les grands rectangles, donc cette zone-là, les grands rectangles avec des rues plus larges se trouvent à une extrémité de la ville et c'est le lieu où les gens doivent habiter. Et puis, l'autre rectangle, à l'autre extrémité de la ville, où les rectangles sont plus petits et les rues sont plus étroites, c'est là où il doit y avoir les commerces. Et pourquoi est-ce qu'il y a plus de régularité et plus de rues? Parce que plus il y a de commerces, on y est là, hein, plus il doit y avoir de circulation. Vous commencez à voir le lien entre la disparition des murs, la circulation et le commerce. Alors ces villes nouvelles furent souvent édifiées par une volonté politique souveraine, hein, là c'est Richelieu, Christiania c'est le roi Christian IV. Bon. L'idée était de refuser l'héritage d'une ville. On repart à zéro. Une idée qu'on trouve chez un philosophe qui s'appelait Descartes. Vous savez bien que Descartes dit que pour faire de la philosophie, il faut commencer par faire table rase, c'est-à-dire oublier tout ce qu'on nous a enseigné, douter de tout, et pour expliquer cela, Descartes, dans le discours de la méthode, prend comme exemple la construction d'une ville et d'une maison. Hein, Descartes dit que quand la maison menace de s'effondrer, quelle est la première chose qu'il faut faire? Quand je pose la question à mes élèves disent tous il faut mettre des renforts, il faut la renforcer. Et Descartes dit non, il faut la raser. Voilà. Donc on rase tout, table rase. Donc ça, c'est des villes à la Descartes, des villes cartésiennes.
Il y a une histoire célèbre qui raconte que pour la rénovation de Barcelone, on avait lancé un concours et il y avait deux urbanistes qui ont proposé deux choses différentes. Il y avait Rovira et Trias qui proposait un réaménagement de la ville. Et il avait mis en exergue de son projet la phrase suivante: le tracé d'une ville est l'œuvre du temps plutôt que d'architecte. Ça veut dire que quand je réaménage une ville, il faut que je tienne compte de son passé. Et puis il y avait l'œuvre de l'urbaniste qui s'appelait Cerda. Alors lui, Cerda, il était pour tout raser, repartir à zéro, à Barcelone. Cerda a perdu, il était furieux d'avoir perdu. Et donc il a déclaré que si ce principe était appliqué, donc le principe de Rovira et Trias, si ce principe est appliqué, il nous conduira à l'époque de la barbarie, où les villes étaient le produit du hasard. Voilà, pour lui, c'est ça la barbarie. Et il dénonce ces amas anarchiques d'immeubles que, sous le nom de ville, nous a légué le Moyen-Âge. Donc, effectivement, on peut imaginer que les villes du Moyen-Âge, c'était un amas anarchique de maisons. Donc, les villes à la Descartes, premier exemple que prend Foucault, qui impose cet urbanisme quadrillé. Alors, toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, vous savez, avec leur fameux quadrillage, elles sont les héritières de ces rêves de villes nouvelles du XVIIe siècle. Deuxième exemple, toujours exemple de Foucault, cette fois, ce que moi j'appellerais la ville palimpseste. Vous savez ce que c'est un palimpseste? C'est l'idée d'utiliser une page d'un manuscrit ou d'un livre ancien pour mettre une autre couche dessus, pour s'en servir comme une couverture. Donc c'est l'idée de faire plusieurs couches successives. Et l'exemple, cette fois, que prend Foucault, c'est la ville de Nantes. Alors j'ai retrouvé des vues anciennes de la ville de Nantes. En 1624, on lance un concours pour réaménager Nantes, avec l'idée qu'on ne peut pas tout raser. Alors j'ai trouvé cette image, regardez, elle est intéressante. C'est écrit en haut, au XIIIe siècle, en remplacement des remparts gallo-romains, donc des murs, une nouvelle enceinte plus vaste et plus efficace est édifiée. Au milieu du XVIIIe siècle, les fortifications, devenues un obstacle au développement urbain, sont détruites. Les fortifications sont devenues un obstacle. C'est un très bel exemple. Ce qui était un moyen de se protéger devient un obstacle. Bon. Et donc vous avez... alors on voit ça comme un progrès, sans voir les enjeux en fait qu'il y a derrière ça. Donc ils disent XVIIIe siècle, et effectivement, à cette époque-là, il va y avoir plusieurs projets pour réaménager la ville de Nantes. Foucault en retient deux. Un projet assez charmant, dit Foucault, le projet d'un architecte qui s'appelait Rousseau, donc rien à voir avec le philosophe Jean-Jacques Rousseau. L'architecte Rousseau avait l'idée de remplacer les murs d'enceinte par un boulevard périphérique en forme de cœur. Alors pourquoi le cœur? Parce que dans le corps humain, le cœur, c'est l'organe qui assure la circulation du sang. Donc on s'était dit, si on veut que ça circule bien, on n'a qu'à prendre un exemple organiciste, donc on n'a qu'à prendre comme pour modèle le corps humain. L'idée étant que la bonne forme doit servir de support à la fonction exacte. Bien, le projet n'a pas été retenu. Le projet retenu, c'est celui d'un certain Vignier de Vigny, je vous le montre, c'est celui-là. Alors, même si vous voyez approximativement, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc Vignier de Vigny, lui, il s'appuie sur des choses précises, concrètes, notamment, il propose de percer des axes, donc il va percer de nouvelles rues, plus larges, pour assurer 4 fonctions. Et regardez, il y a une rivière. La rivière ne sert plus à se protéger, c'est plus une frontière naturelle, vous allez voir. Elle est l'axe de développement de la ville, en fait. 4 fonctions pour ces axes. Première fonction, écoutez bien, assurer l'hygiène. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait de limiter la propagation des maladies. Il faut des rues plus larges. Assurer l'hygiène. Deuxième fonction, permettre le commerce à l'intérieur de la ville. Oui, parce qu'il faut que les gens puissent aller d'une échoppe à l'autre. Troisième fonction, prévoir des routes extérieures pour apporter jusqu'à la ville des marchandises. Donc on va construire, mais dans plusieurs directions différentes, des routes qui arrivent à la ville pour amener les marchandises qu'on veut vendre. Et quatrième fonction, point essentiel, permettre la surveillance. D'accord? La grande idée, c'est que dans des rues plus larges, plus dégagées, il ne faut pas qu'il y ait de recoins, ce sera plus facile à surveiller. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a abattu les murs, vous comprenez, j'en viens à la sécurité, je n'ai pas perdu de vue la sécurité, une fois qu'on a abattu les murs, une fois qu'on a supprimé les fortifications pour permettre le développement économique, on ne pouvait plus fermer les villes le soir, et l'insécurité s'est accrue.
Comme je ne peux pas fermer la ville, des voyageurs ou n'importe qui d'autre peut rentrer, des voleurs. Le développement de la circulation oblige à prendre en compte le problème de la sécurité, qui n'est pas, je répète, le problème de la protection. Le problème de la sécurité, c'est d'abord le problème de la surveillance, de l'hygiène et du commerce. Alors vous allez me dire, surveillance, je veux bien, hygiène, d'accord, que vient faire le commerce là-dedans? Alors c'est effectivement ça qui est intéressant. Pourquoi le commerce? Pourquoi la circulation devient si importante? Parce qu'elle doit favoriser le commerce. Pourquoi le commerce? Parce que cette grande mutation urbanistique qui vise à tout centrer autour de la circulation, elle est là pour garantir la liberté des échanges économiques. Et la liberté des échanges économiques, ça porte un nom, ça s'appelle le libéralisme. C'est-à-dire que l'idée de sécurité, elle est contemporaine de la naissance du libéralisme. L'idée qu'il faut casser les murs pour faciliter la circulation, c'est le libéralisme. C'est cette idée qui amène la nécessité de prendre en compte la sécurité. Vous connaissez tous, en tout cas je vous la rappelle, la célèbre devise du libéralisme naissant, on est à la même époque. Laissez faire, laissez passer. Il ne peut pas y avoir de murs. Les murs, c'est un problème. La célèbre formule est généralement attribuée à Vincent de Gournay, qui en avait fait sa maxime. Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. La formule laissez faire, elle est plus ancienne. On l'attribue en général à un marchand qui s'appelait Legendre. L'histoire raconte, c'est une anecdote, mais peut-être qu'elle est vraie, que Colbert, le grand argentier du royaume, le père du colbertisme, donc, reçoit Legendre, le négociant, et lui dit « Que pouvons-nous faire pour vous aider ?» Et Legendre répond « Surtout, ne rien faire. Laissez faire. » Le grand économiste John Maynard Keynes, lui, il estime que cette formule, elle remonte plutôt au marquis d'Argenson, qui effectivement, non seulement a utilisé cette formule, mais il s'en est servi pour construire tout un système économique qui s'incarne dans quelques formules célèbres que je vous donne, que je vous lis. Le marquis d'Argenson est l'auteur de cette formule, par exemple. Pour gouverner mieux, il faut gouverner moins. Extraordinaire. Hein? Je ne sais pas si on pourrait faire une campagne électorale sur ce principe. Et puis, deuxième formule aussi du marquis d'Argenson, et là on va retrouver ce dont on parle, il dit « La vraie cause du déclin de nos fabriques, c'est-à-dire les grandes entreprises, la vraie cause du déclin de nos fabriques, c'est la protection outrée qu'on leur accorde. » Et le mot protection vient ici comme un problème. Il faut faire sauter les protections. Bon. Et il ajoute « Laissez faire, telle devrait être la devise de toute puissance publique, depuis que le monde est civilisé. » Donc carrément, le libéralisme, c'est la civilisation. Hein. Détestable principe que celui de ne vouloir grandir que par l'abaissement de nos voisins. Vous voyez, quand on fait un mur, si je veux agrandir le mur, ça réduit la part accordée aux autres. Il n'y a que la méchanceté et la malignité du cœur de satisfaite dans ce principe. L'intérêt y est opposé. Et il conclut la fameuse formule « Laissez faire, morbleu, laissez faire ». Bon, alors certes, morbleu est un terme tombé un peu en désuétude, mais la vigueur et la force d'expression, bon, elles sont bien réelles, elles sont bien là. Alors vous voyez ce qui se passe à ce moment-là. Au moment de la naissance du libéralisme, l'autorité politique est confrontée à un problème. Il faut toujours veiller sur les biens et les personnes. Encore plus, j'ai envie de dire. Plus on augmente les échanges, plus il y a besoin de faire attention aux échanges. Il faut toujours mettre ces sujets à l'abri des dangers. Bien. Mais la vieille méthode du blocus, la vieille méthode de la protection qui bloque, parce qu'on protège en bloquant, n'est plus pertinente. Elle se trouve disqualifiée par les mutations économiques du XVIIe siècle. Protéger, c'est bloquer. Pour le libéralisme, il faut ne pas bloquer. Donc, il ne faut pas protéger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement à ce moment que naît la question de la sécurité. Comment éviter le danger sans bloquer la circulation, sans limiter les échanges?
il faut prévoir ces dangers et agir non pas sur les déviances, mais sur ce qui rend possible ces déviances. Agir sur l'environnement, agir sur la longueur des rues, agir sur les épidémies, agir sur l'hygiène. Je dirais que, une fois qu'on a vu qu'il y a un lien intrinsèque entre circulation et sécurité, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui la circulation des personnes, qui s'appelle l'immigration, est perçue comme un problème de sécurité. D'accord? Mais cet attelage-là, sécurité-circulation, ça remonte au XVIIIe siècle. Pourquoi la circulation des personnes pose problème et quel problème elle pose? Elle ne pose pas un problème de protection, elle pose un problème de sécurité. Parce qu'il y a un lien intrinsèque et paradoxal, j'ai envie de dire, entre circulation et sécurité. Alors, je termine ce premier point par une première définition de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a vu? Comment a-t-on avancé? Je dirais qu'à ce stade de notre réflexion, la sécurité, c'est 1. Abaisser les dispositifs de protection. 2. Pour permettre la circulation. 3. Tout cela devant à son tour favoriser le développement économique. Alors vous allez me dire, pourquoi favoriser le développement économique? Parce qu'il porte un très beau nom, même s'il ne désigne pas exactement ce que son nom revêt. Il porte le nom de libéralisme, c'est-à-dire qu'il renvoie à l'idée de liberté. Je dirais que c'est au nom d'une certaine conception de la liberté que l'on va nous demander de renoncer à l'idée de protection. Et quel est le concept qui permet ça? Quel est le concept qui nous permet de dire « vous avez trop de protection, il vous faut plus de liberté, faites-nous confiance ». C'est le concept de sécurité. Vous avez trop de protection, il faut plus de liberté, la liberté est une grande valeur. Eh bien, faites-nous confiance, renoncez à vos protections, vous aurez plus de liberté. Premier choix. Fin de la première partie. Deuxième partie, nous avons donc renoncé à nos protections, mais nous n'avons pas gagné la liberté. Parce que la sécurité, ça s'oppose aussi à la liberté. Alors, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Je vous ai promis 3 couples de concepts. Sécurité et protection dans un premier temps, et maintenant sécurité et liberté. Pourquoi opposer sécurité et liberté si le libéralisme, au contraire, voyait une expansion de liberté dans le développement de la sécurité? Je dirais que ce renversement a eu lieu, non pas dans le champ de l'économie, mais ce renversement ou cette opposition va se développer dans le champ de la philosophie politique. Et que la construction de cette opposition entre sécurité et liberté, elle va prendre la forme d'une alternative. On va nous demander de choisir entre la sécurité ou la liberté. On va nous dire très simplement, vous voulez plus de liberté, il faudra vivre dans la crainte des autres. Vous serez exposé aux autres. Vous voulez plus de sécurité, il faut nous donner une part de votre liberté. Il faut renoncer, voire à toute votre liberté. Et le philosophe qui va servir à conceptualiser cette alternative, dont on vous parlait ce matin, bien sûr, c'est Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dans le Léviathan. Alors, il écrit ce livre en 1651. Je vous montre ici la première page du Léviathan. Est-ce que tu l'as montré ce matin? Voilà, je vais parler du fronticisme, je ne l'ai pas montré. Ah, alors donc, parfait. On a l'image. Je te remercie pour la bande-annonce de ce matin. Un vrai teasing. Tu as éveillé le désir. Voilà, le désir comblé. Voilà. Alors, l'image est célèbre. Alors, pourquoi elle est célèbre? C'est vrai, c'est bien que Pierre l'ait mentionné ce matin, et c'est pour ça que je voulais vous en dire un mot. L'image est célèbre. D'abord, à l'époque, c'est pas monnaie courante de commencer un livre par une telle image. L'image, elle a été pensée par Thomas Hobbes. Un frontispice, ça veut dire, à l'époque, il n'y a pas de couverture sur le livre. Donc, c'est la première image. Il y a 2 parties dans cette image, la partie du haut et la partie du bas. Et vous allez voir qu'il est question de sécurité. J'ai presque envie de dire que Hobbes fut peut-être le premier à mettre le concept de sécurité au cœur de la réflexion politique. En tout cas, il est le premier à en faire un problème central dans l'art de gouverner.
Alors ça apparaît très clairement, bien sûr, dans les deux formules les plus célèbres, qui résument sa conception des relations sociales. La première, dont vous avez parlé ce matin, l'homme est un loup pour l'homme. Hein, effectivement, c'est l'idée que c'est la méfiance. Hein, si l'homme est un loup pour l'homme, je ne peux pas faire confiance. Et puis l'autre formule, c'est la guerre de tous contre tous, qui résume pour Hobbes sa conception de l'état de nature. Donc moi, je vais vous parler plutôt de cette deuxième formule. Alors un petit mot sur l'image, regardez. Je vous montre le bas de l'image. Le bas de l'image est divisé en trois, en fait. Vous avez la partie de gauche, la partie de droite, vous avez l'espèce de trompe-l'œil qui représente une tenture, un drap tendu entre les deux parties de gauche et de droite. À gauche, vous avez en fait les symboles classiques de l'autorité politique. À droite, vous avez les symboles classiques de l'autorité religieuse, qui sont mis en pendant. Et regardez ce qu'on a en haut à gauche, vous avez un château fort. Donc on a un château fort qui répond, de l'autre côté, à la cathédrale. D'accord ? C'est sûr que la cathédrale, surtout de style roman, elle est conçue comme un lieu de protection. On est à l'abri du monde. Vous avez la couronne royale et la tiare ou la mitre des évêques. Vous avez le canon et vous avez la foudre divine, céleste de Dieu. Vous avez les armes, les baïonnettes, et vous avez les tridents, les sceptres de l'autorité religieuse. Et en bas, vous avez une armée qui se bat, et en dessous, vous avez un conciliabule, un concile, qui dialogue. Bon. Et le Léviathan, c'est quoi ? Le Léviathan, c'est là, c'est ce que vous voyez là, c'est ce qui va faire le lien entre les deux. Vous avez vu cette tenture, comme elle est, penchée comme ça, courbée, comme si elle reliait les deux. Ça va être, pour la première fois, unis dans la même autorité, l'autorité politique et l'autorité religieuse. Il faut les relier. Et quand on les relie, on obtient ça, la partie haute du dessin. C'est cette espèce de géant. Vous avez au premier plan un petit village, sans mur de fortification, avec sa cathédrale. Et par-dessus la montagne, vous avez l'autorité politique représentée comme un géant, qui tient dans sa main gauche l'épée, dans sa main droite le sceptre, et qui écarte les bras. Et le fait qu'elle écarte les bras, c'est qu'elle est là pour veiller, pour mettre à l'abri, d'accord, la sécurité, le village. Et ce géant, alors, c'est un point important pour la suite, ce géant, si vous regardez bien son vêtement, il est en fait constitué d'une multitude de petits personnages. Donc son corps, c'est un assemblage d'individus. Ce sont ses sujets. Alors, ils sont tous de dos, on ne voit pas leur visage, sauf un, si vous regardez bien, si vous vous approchez, tout à l'heure vous pourrez vous approcher, vous verrez, il n'y en a qu'un qui nous regarde, c'est peut-être un autoportrait de Hobbes, on ne sait pas. Alors, venons-en à cette idée de guerre de tous contre tous. Ça, c'est la réponse, la solution à cette fameuse formule guerre de tous contre tous, qui résume pour Hobbes ce qu'est l'état de nature. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'état de nature ? Comment vivent les hommes à l'état de nature ? Pierre vous l'a probablement dit ce matin, c'est une fiction théorique. Dans cette fiction, écoutez-moi bien, les hommes vivent sans État, avec un grand E, sans structure étatique, donc sans loi, sans règles, et surtout sans police. Il n'y a pas de police. Donc si quelqu'un rentre, si nous vivions dans l'état de nature, quelqu'un rentre et dit « Tiens, il est bien ton ordinateur là, donne-le-moi. » Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais me plaindre à qui ? Il n'y a pas de police. Est-ce que je vais lui dire c'est interdit ? Il n'y a pas de loi. Alors je regarde, il est vraiment fort, vraiment baraqué. Bon. Et voilà le problème. Voilà le problème, c'est qu'à l'état de nature, sans loi, sans police, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, ça part pas si mal que ça. Hobbes dit quand même, à l'état de nature, l'homme a deux caractéristiques. Et à son époque, c'est une révolution de dire ça. À l'état de nature, l'homme est libre et tous les hommes sont égaux. Vous vous rendez compte ? Alors, c'est quand même la grande vertu de tous ces penseurs de l'état de nature, c'est que ça leur a servi à revendiquer deux grandes valeurs politiques d'un coup, liberté et égalité. Les hommes sont libres, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, et ils sont égaux. Ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que le type baraqué, s'il veut mon ordinateur, il prend mon ordinateur.
Évidemment, le type qui est moins fort que moi, il ne prend pas mon ordinateur. Donc, vous voyez qu'à l'état de nature, ce qu'on veut correspond en fait à ce qu'on peut. Et ce qui compte, c'est la force. Étrangement, c'est plutôt l'autre caractéristique qui va attirer et retenir l'attention de Hobbes, c'est le concept d'égalité. Ça veut dire quoi l'égalité pour Hobbes? Ça veut dire quoi que tous les hommes sont égaux? Ça veut dire, pour Hobbes, je formule comme ça, nul n'est assez fort pour être assuré d'être toujours le plus fort. C'est ça l'égalité. Ce n'est pas l'identité. Bien sûr qu'il y a des différences. Si quelqu'un entre plus fort que moi, effectivement, on est différent. Mais même s'il est plus fort physiquement, il n'est pas sûr d'être plus fort tout le temps. Il est plus fort que moi maintenant, mais si moi je vais chercher ma bande de 40 voleurs, parce qu'il ne sait pas que je m'appelle Ali Baba, si je vais chercher ma bande, à ce moment-là, c'est moi le plus fort. Alors comment vous faites quand vous rentrez dans une salle pour repérer celui qui n'a pas de bande et qui est en plus moins fort que vous? Vous ne pouvez pas savoir. Donc il y a une égalité dans le fait que même s'il y a des différences, ces différences ne sont jamais définitives, elles sont toujours remises en cause. Et personne n'est assuré d'être le plus fort. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, je l'annonce comme ça, je le résume d'une formule simple, mais après je vais le reprendre, c'est que c'est l'idée d'égalité qui va servir à opposer sécurité et liberté. C'est le fait que nous soyons égaux qui nous oblige à choisir entre liberté et sécurité. Selon ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on est tous égaux, allons-y. Première étape du raisonnement, un raisonnement en 2-3 temps. Première étape, l'égalité entraîne la méfiance. C'est étrange, non? Mais on n'y avait pas pensé. Si nous étions tous égaux, si nous vivions dans une société d'égaux, nous serions tous méfiants. Pourquoi? Parce que si nous sommes égaux, forcément, nous désirons les mêmes choses. Donc, je désire ce que les autres n'ont pas. Ça s'appelle de la jalousie. Quand moi j'ai quelque chose et que les autres ne l'ont pas, les autres le désirent. Donc je suis obligé de me protéger, de craindre qu'ils vont me le voler. L'égalité entraîne la méfiance. Alors cette remarque, elle n'est pas politique, elle est psychologique. Et on va voir qu'effectivement, la philosophie de Hobbes, elle repose sur une certaine conception de la psychologie humaine. Et bizarrement, cette égalité entraîne les hommes à vivre dans une crainte perpétuelle qui est l'exact contraire de la sécurité. Il n'existe qu'un moyen de sortir de cette crainte. Alors quand vous vivez dans cette crainte perpétuelle, quand vous vous dites les autres peuvent m'attaquer à tout instant, et pourtant j'aimerais quand même vivre en sécurité, Hobbes remarque qu'il n'y a qu'un moyen de sortir de cette crainte, c'est, écoutez-moi bien, de prendre les devants et d'attaquer le premier. Bon. Alors, je vous propose de lire cette citation. Je vais vous la lire, vous pouvez la suivre. Elle est un peu longue, mais elle résume bien l'idée de Hobbes à ce moment-là de son raisonnement. Et je vous ai même mis les mots importants en anglais, vous allez voir. Du fait de cette défiance, alors il ne dit pas méfiance, il dit défiance, en anglais diffidence, de l'un à l'égard de l'autre. Il n'existe pour nul homme aucun moyen de se garantir, et regardez, garantir, traduit expression américaine, anglaise, to secure himself. On y est là, c'est la sécurité. Il n'existe aucun moyen de se garantir qui soit aussi raisonnable que le fait de prendre les devants. Vous vous rendez compte de ce que dit Hobbes? C'est raisonnable de prendre les devants, c'est-à-dire d'attaquer le premier. Autrement dit, de se rendre maître par la violence ou par la ruse de la personne de tous les hommes pour lesquels cela est possible. Donc, ça va assez mal dans l'état de nature, vous avez compris? L'égalité entraîne la méfiance entraîne la crainte perpétuelle entraîne les hommes à prendre les devants, à attaquer les premiers. Alors voilà, tout ce montage comme ça, cette réflexion sur l'état de nature repose sur une certaine conception de l'homme, une anthropologie en quelque sorte. Je dirais qu'il y a effectivement chez Hobbes, je vais l'appeler comme ça, une anthropologie sécuritaire, qui tient aux trois affects fondamentaux de l'homme,
je vous les présente. Deuxième citation. Voilà ce que dit Hobbes. Il se dit finalement, qu'est-ce qui pousse les hommes à se battre? Et il dit, il y a trois choses. Nous pouvons trouver dans la nature humaine trois causes principales de querelle. Premièrement, la rivalité, competition. Deuxièmement, la méfiance, diffidence. Troisièmement, la fierté, glory. Donc il dit, voilà, ce qui pousse les hommes à se battre, c'est ça. Rivalité, méfiance, fierté. Si nous n'étions pas rivaux, si nous n'étions pas méfiants, et si nous n'étions pas fiers, nous pourrions vivre en paix. Le problème est que, nécessairement, nous allons être poussés à la rivalité, à la méfiance et à la fierté. Pourquoi? Par quoi? Disons la suite. La première de ces choses, c'est prendre l'offensive aux hommes en vue de leur profit. Donc je vais être rivaux, nous allons être rivaux pour le profit. La seconde, en vue de leur sécurité. Donc je vais être méfiant pour vivre en sécurité. Et la troisième, en vue de leur réputation. Reputation. Je me suis arrêté là. Oui, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se transformer, les relations sociales, en guerre de tous contre tous. Ça va être un conflit terrible. Mais, vous allez voir, assez étrange. Alors, je relève simplement que il y a des dispositions fondamentales de la nature humaine qui conduisent les hommes à se battre. Et en même temps, les hommes recherchent la sécurité. Donc si vous voulez, dans la guerre de tous contre tous, ce n'est pas par amour de la guerre ou amour de la violence que les hommes se battent. C'est, et ça c'est triste à dire pour notre thème aujourd'hui, les hommes se battent par désir de sécurité. Alors, j'en viens à la guerre de tous contre tous. Alors, pourquoi Hobbes utilise cette expression et qu'est-ce qu'elle veut dire? L'homme ne peut pas vivre dans la crainte, donc il va chercher plus de sécurité. Vous avez vu comment il peut gagner plus de sécurité aussi? Par la fierté. Et la fierté suppose la réputation. La réputation fait même prendre les armes, dit Hobbes, pour des bagatelles. Pour des rien. Tiens, il m'a regardé de travers. Tiens, on va se battre. Il m'a pas regardé comme il fallait. Ou il m'a pas... je ne sais pas comment ils disent les jeunes, là. Il m'a regardé. Il m'a kiffé, voilà. Bon, ça va pas. Et, alors, écoutez-moi bien, ça c'est un point important. Dans l'état de nature, nous sommes libres, mais dans cette liberté, dans la liberté, la recherche de sécurité, comme sortie de la peur, tend à entretenir cette peur et à la généraliser. Quand nous sommes libres, si nous cherchons chacun dans notre coin à vivre en sécurité, au lieu de vivre en sécurité, nous allons entretenir une peur et la généraliser. C'est étrange, non? Je cherche à vivre sans peur, du coup je suis tout le temps dans la peur. C'est exactement ça que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous. La citation est célèbre, c'est pour ça que je vous propose de la lire. Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Alors, vous avez vu la traduction? Le traducteur, très justement, ne dit pas guerre de tous contre tous, il dit guerre de chacun contre chacun. L'idée du traducteur, alors il y a un débat, il y a un conflit entre les spécialistes de Hobbes. L'idée du traducteur est que dans cet état de nature, il ne peut pas y avoir d'union réelle et durable. Donc les hommes sont plutôt isolés. Parfois on s'associe, le temps d'être plus fort que l'autre, mais après, si on peut trahir ses semblables, on n'hésitera pas. Donc le traducteur a choisi chacun contre chacun, ça me semble plus juste. Simplement, je dirais que dans l'histoire de la philosophie générale, la formule guerre de tous contre tous est plus connue. Je propose les deux. Alors c'est quoi cette guerre de tous contre tous, cette guerre de chacun contre chacun? Alors c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on va trouver notre problème de la sécurité. À la limite, dans cette guerre de tous contre tous, ce ne sont pas des combats perpétuels. Les hommes ne sont pas constamment en train de se taper dessus, à coups de pierre ou de massue. Non. Ce ne sont pas des combats perpétuels, non. L'idée est la suivante. L'idée, c'est qu'il faut décourager les autres de nous attaquer. C'est ça l'idéal. Il faut faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de nous attaquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut non pas être le plus fort, mais faire croire qu'on est le plus fort.
Et donc, on va jouer sur les représentations. On va, en quelque sorte, mettre en scène notre force. Même si on ne l'est pas. Ce qui compte, c'est ce que croient les autres. Vous vous souvenez que j'avais commencé en disant que la sécurité, c'est lié à la croyance. Bon. Et là, tout à coup, dans le champ de la politique, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on croit qu'on fait, et ainsi de suite. Bon. Donc, on va se mettre en place, dit Hobbes, une sorte de jeu des représentations, où on peut appeler ça un théâtre des représentations, où les hommes, en fait, vont jouer sur l'apparence qu'ils donnent pour faire croire qu'ils sont les plus forts, pour à la limite, ne jamais avoir à se battre. Finalement, ce serait ça le plus simple. Ça ressemble un peu aux relations internationales entre les États. Hein, la fameuse guerre froide, c'est ça. Donc on n'est pas constamment en train de se faire la guerre. Parfois, il y a des moments où effectivement on est en train de s'entretuer, mais le but, c'est un état de tension permanent. Un équilibre dans la peur. Et ben voilà, c'est à ça que sert le concept de sécurité. Alors, comment faire pour sortir de cet état de tension permanente? Comment sortir de cette guerre de tous contre tous? La réponse de Hobbes est simple, il faut que nous renoncions à notre liberté, que nous transférions notre liberté à une autorité extérieure, le fameux Léviathan, et qui, lui, va nous assurer, garantir en retour cette sécurité. D'accord? Vous voyez comment il nous demande de choisir entre liberté et sécurité. On va donc passer une sorte de contrat entre nous. On renonce à notre liberté, on la confie à un autre. Enfin, je le fais si vous le faites, si chacun d'entre nous le fait. Et comme ça, on va gagner la sécurité. Regardez, je vous lis le fameux contrat par lequel les hommes renoncent à leur liberté. Un moment émouvant dans l'histoire de la philosophie politique, où vous voyez des êtres libres et égaux, d'un commun accord, renoncer à leur liberté. Pourquoi? Alors, c'est comme si chacun disait à chacun, voilà le terme du contrat, j'autorise cet homme ou cette assemblée, l'autorité politique, je lui donne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit, que tu autorises toutes ses actions de la même manière. Cela fait la multitude ainsi unie en une seule personne, est appelée une république, en latin civitas. Telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt, pour en parler avec plus de révérence, de ce Dieu mortel auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. Et ce n'est pas protection, c'est defense. Donc effectivement, est-ce que la paix et la défense c'est pareil? C'est compliqué. Donc voilà le fameux contrat, pacte, on appelle ça le pacte d'association chez Hobbes, par lequel les hommes décident de renoncer à leur liberté naturelle pour se soumettre à l'autorité politique qui garantit leur sécurité. L'aliénation est la condition de possibilité de la sécurité. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on nous demande à nous aussi aujourd'hui? Dans nos rues ou dans nos quartiers, il faut que nous acceptions d'être plus surveillés, plus regardés, plus contrôlés. On est exactement dans ce schéma-là. On n'est pas obligé d'accepter cette solution. Et de fait, il y a un penseur qui va trouver absolument scandaleux de poser cette alternative. Pourquoi faudrait-il avoir à choisir entre liberté et sécurité? Ne pourrait-on pas avoir les deux en même temps? Et ce penseur, c'est Rousseau. Cette fois Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques Rousseau, effectivement, réagit très fortement à Hobbes. Alors il a à la fois de l'admiration et beaucoup de haine pour Hobbes. Il admire, je pense, la figure philosophique. Mais en même temps, il se dit, c'est pas possible. Il faut proposer un dépassement de cette alternative. Pourquoi ne pas avoir à la fois la sécurité et la liberté? Et Rousseau dit, c'est possible. C'est possible, mais vous allez voir. Alors, je passe très vite sur la solution de Rousseau, on en reviendra dans la discussion si vous voulez. Moi, je l'interprète comme ça. Rousseau dit, on peut dépasser cette alternative. C'est simple. D'abord, première chose à faire, il faut renoncer à sa liberté naturelle. Alors, vous allez me dire, il dit comme Hobbes. Rousseau dit, c'est vrai, dès qu'on est ensemble, on ne peut plus chacun faire ce qu'on veut. Mais, dit Rousseau, si je renonce à ma liberté naturelle, je vais en retour gagner une nouvelle forme de liberté, une liberté sociale, civile, qui sera supérieure à la liberté naturelle. Et on se dit, mais alors c'est quoi la liberté civile? La liberté naturelle, c'est faire ce que je veux. La liberté civile, écoutez bien, c'est obéir aux lois. Alors vous allez me dire, tiens, quand j'obéis aux lois, c'est pas forcément la liberté. Mais Rousseau ajoute, obéir à des lois,
que l'on s'est données à soi-même et qui sont justes. Bon. Donc, très belle solution, hein, classique, on y reviendra si vous voulez. Je relève simplement 2 points. C'est que l'opposition sécurité-liberté n'est dépassée par Rousseau qu'en évacuant le problème de la liberté et le problème de la sécurité. C'est-à-dire que Rousseau dit on peut concilier les deux à condition d'entendre par liberté autre chose que la liberté. En gros, il faut entendre l'obéissance aux lois. On peut dépasser la sécurité à condition que les lois soient justes. Et donc c'est ça, c'est l'exigence renouvelée de justice qui permet d'éviter cette alternative. Malheureusement, ce n'est pas la solution qui fut adoptée historiquement. Historiquement, quand Hobbes nous a dit il faudra choisir entre la sécurité ou la liberté, nous avons choisi la sécurité avec la promesse que grâce à ce choix, nous continuerions à être égaux. Eh bien, nous allons voir dans une dernière partie qu'aujourd'hui, là, nous vivons une nouvelle évolution du concept de sécurité, où cette fois, on nous demande maintenant de choisir, alors qu'on a déjà choisi. On nous demande maintenant de choisir entre la sécurité et l'égalité. Hobbes nous disait, vous choisissez, c'est la sécurité ou la liberté? Quel être raisonnable ne choisirait pas la sécurité? On a choisi la sécurité. Or, manque de chance, c'est pas vraiment ce qu'on a eu. Hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'évolution des sociétés ne fait pas de nous des êtres égaux qui savent vivre en harmonie. Au contraire, on est confronté maintenant à un autre choix. Alors, pour expliquer ce choix, je vais m'appuyer sur un petit livre. Je voulais apporter, vous pourrez le feuilleter, d'abord pour vous montrer qu'il n'est pas très gros et que ça vaut la peine de le lire. C'est un livre d'un sociologue américain qui s'appelle Mike Davis, qui a beaucoup écrit sur la ville de Los Angeles. Et il a intitulé, et ce livre s'appelle « Au-delà de Blade Runner, Los Angeles et l'imagination du désastre ». Je vous donnerai la référence tout à l'heure si vous voulez. En fait, ce petit livre, en français, c'est la traduction d'un chapitre, le chapitre 7, d'un plus gros livre de Mike Davis qui s'appelle « L'écologie de la peur ». Bon, alors allons-y. Dans son livre, Davis commence par parler du grand film de Ridley Scott, Blade Runner. Vous connaissez tous ce film à peu près? Il est génial. Bon, nous sommes d'accord. Alors, c'est pas assez, on peut encore le voir. Alors, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que Blade Runner représente une certaine vision du futur qui montre ce que serait la ville du futur. Et dans cette ville du futur, nous voyons en fait des tours immenses et cette vision des villes du futur se construit de manière verticale. C'est-à-dire que c'est une superposition de couches. Donc en bas, il y a les pauvres, dans les miasmes, et puis au fur et à mesure qu'on monte, il y a les riches, les concepteurs qui vivent dans les hautes sphères. Bon. Et entre ces couches sociales, la seule chose qui assure le lien, ce sont les voitures volantes de la police. D'accord? Vous avez ici des voitures. Et donc vous avez, dans l'esthétique du film, c'est extraordinaire, c'est extraordinairement très mise en scène, cette confrontation comme ça, cette vision d'une ville qui s'est développée vers le haut, et qui, en se développant vers le haut, conduit au clash, à l'opposition la plus directe entre les couches sociales, entre les riches, les pauvres, les indigents, enfin voilà. Et donc c'est une vision à la fois fascinante et un petit peu apocalyptique. Bien, catastrophiste. Ce qui sert de modèle... Alors je vais vous montrer un extrait très célèbre, je vais vous montrer le tout début du film. Et je me suis rendu compte de ça en le revoyant, effectivement, ça vaut la peine de le revoir, c'est que cette ville, en fait, du futur, est-ce que vous vous souvenez de quelle ville il s'agit? Blade Runner a lieu dans quelle ville du futur? C'est une ville qui existe aujourd'hui. C'est en fait Los Angeles. Et donc quand le film commence, on nous dit Los Angeles 2019. Vous allez voir, c'est les premières images de l'extrait. Alors, ce qui est étrange, c'est pour ça que je vous montre cet extrait, c'est que la ville qui va servir de modèle pour le film, ce n'est pas du tout Los Angeles, c'est plutôt New York.
Alors, du point de vue urbanistique, pour ceux d'entre vous pour qui ce ne serait pas très clair, Los Angeles, c'est une ville quadrillée qui s'est développée de manière très étendue. New York, à cause de la presqu'île de Manhattan, s'est développée en hauteur. Donc on a une ville de la verticalité, New York, et une ville de l'horizontalité, Los Angeles. Alors, ne vous y trompez pas, dans le film de Ridley Scott, c'est Los Angeles, mais inspiré de New York. D'accord? Alors, je vous montre les toutes premières secondes du film. Subject, Kowalski Leon, Engineer Waste Disposal. Alors voilà, ça c'est le tout début, et je vais vous montrer un autre extrait. Ce que je voulais vous montrer dans cet extrait, donc de très belles images, vous avez vu le très gros plan sur l'œil, ces tours en fait, cette ville un peu étrange avec ces immenses pipelines là, qui prennent feu vers le haut, on ne sait pas trop, c'est la nuit. Une ville permanente. Oui, oui, dans le film, l'ambiance est de pluie, très sombre. Bon. L'idée de Davis, c'est, tiens, c'est bizarre, quand on se représente la ville du futur, et la catastrophe que serait le futur, c'est ça, cette espèce d'amas des gens les uns sur les autres, bon. Et puis avec une petite frange là, qui surnage. Bien. Et je vous montre deuxième très belle scène aussi, une scène où la voiture de police décolle et traverse les différentes strates. Ce qui fait le lien entre les strates aussi, c'est la publicité, vous allez voir, et elle arrive au-dessus d'une tour. Regardez bien la tour, parce qu'en fait, si vous regardez bien ce deuxième extrait, vous allez voir que la source d'inspiration de Ridley Scott, ça n'a pas été New York, c'est une autre ville très célèbre. Yellow 3. Climate maintaining 4,000. When approaching bad signals. Caution. Final descent. Now on glide path. On course. Over the landing threshold. Alors vous voyez ce mixte à la fois d'images fascinantes et terrifiantes, quoi, cette ville, ce monstre. Alors, c'est quelle ville
Une seconde. C'est quelle ville qui a inspiré Ridley Scott? En fait, alors bien sûr, c'est New York qui sert de modèle Los Angeles, mais en fait, derrière New York, c'est une autre ville que vous connaissez peut-être, mais qui ne se visite pas. C'est la ville, je vais vous montrer ça, vous allez reconnaître tout de suite. C'est en fait une ville imaginaire, c'est Metropolis de Fritz Lang. Et effectivement, quand on voit les images de Blade Runner, quand on voit les images d'architecture conçues en 1926 pour le Metropolis de Fritz Lang, on voit des échos assez clairs. Et dans le Metropolis de Fritz Lang, il y a effectivement une stratification, une construction verticale de l'urbanisme, avec, effectivement, vous vous souvenez peut-être, ou en tout cas, il faut le revoir, ce film extraordinaire, les travailleurs en bas qui travaillent asservis aux machines, et quelques riches en haut qui jouent dans des jardins à cache-cache. Bon. Et dans Metropolis, à un moment, les travailleurs du bas recréent une forme de religion et se racontent, c'est là, l'histoire de la tour de Babel. Voilà. Bon. Donc, Davis dit qu'en fait, l'imagination du désastre s'est nourrie de New York, alors qu'en fait, le désastre a lieu à Los Angeles. Le vrai désastre n'est pas dans la verticalité, le vrai désastre est dans l'horizontalité. Alors pourquoi? Voilà ce qu'il dit, en 2 mots sur Los Angeles. Il dit qu'à Los Angeles, il y a de plus en plus d'inégalités qui se côtoient. Il y a des riches de plus en plus riches, à côté de quartiers vraiment très très pauvres. Et que, en fait, on a le choix suivant, soit on investit dans des dispositifs sociaux pour réduire les inégalités, soit on augmente la sécurité. Ça veut dire que la politique sécuritaire est un moyen de faire des économies pour ne pas résoudre les inégalités. Hein, il le dit comme ça. Est-il besoin d'expliquer pourquoi la peur ronge l'âme de Los Angeles? Seule la peur de l'impôt progressif chez la classe moyenne surpasse l'obsession actuelle pour la sécurité personnelle et l'isolation sociale. Voilà, il y a 2 choses qui font peur, c'est les impôts, et pour se protéger de la hausse des impôts, il faut plus de sécurité. Ça veut dire que, je dis comme ça, Davis ne se dit pas comme ça, la sécurité, c'est un moyen d'accepter des inégalités sociales. C'est un moyen de rendre acceptables des inégalités de plus en plus fortes. Parce que c'est ça, Los Angeles. Alors, Davis propose de voir Los Angeles comme une série de cercles concentriques, plus ou moins étanches, séparés, cloisonnés, en fait. Vous avez des riches, les pauvres, les riches, les pauvres, les riches, les pauvres. Bon. Et que finalement, c'est pas du tout le rêve qu'on avait imaginé dans les années 50. Il compare les images de Blade Runner à ces images-là qui sont très très belles, que j'ai retrouvées sur Internet. Il raconte que quand il était enfant, dans les années 50, il y avait un magazine scientifique, enfin de vulgarisation scientifique, qui s'appelait le Collier's Magazine, qui expliquait qu'on allait bientôt aller sur Mars. Et donc il y avait des scientifiques de la NASA, notamment le nazi qui était passé à la NASA, Werner von Braun, merci, écrit un article pour expliquer qu'on va aller sur Mars en 1996. Et la NASA demande à un grand artiste, je vous ai mis son nom, oui, Chesley Bonestell, de faire les images. Et il a une idée, cet artiste, donc il fait des vaisseaux spatiaux. C'est le premier grand artiste illustrateur de science-fiction. Et voilà l'autre image, très connue peut-être, vous connaissez peut-être plus cette image. Il a l'idée de peindre des vaisseaux spatiaux, mais qui flottent juste au-dessus de la Terre. Et il y a une image qui va marquer Davis, c'est celle-là. C'est l'image d'une fusée qui part pour Mars. Dans l'article « Nous allons conquérir Mars en 1996 » de Von Braun, on a cette fusée qui part, et si vous regardez derrière, en bas vous avez une ville de la côte ouest qui a l'air de briller comme 1000 diamants. Vous avez compris, cette ville c'est Los Angeles. Et en fait, Davis dit que dans les années 50, il y avait un parallèle extraordinaire entre les utopies de la conquête de l'espace et les utopies de la banlieue. On avait imaginé que Los Angeles, ça allait être la ville qui allait vivre en paix dans l'avenir. Bon. Et à la même époque, le même Chesley Bonestell, quand il peint une catastrophe, quand il peint effectivement
une bombe qui explose. Quelle ville il choisit? Regardez, je vous montre ça. Vous reconnaissez peut-être la ville sans difficulté. Quand c'est pas vraiment l'harmonie, où est-ce que ça se passe? En fait, ça se passe à New York. Hein. Et une fois que l'explosion s'est dissipée, il ne reste plus qu'un trou. Ça, c'est New York, rasé. Donc, il y avait vraiment cette opposition claire. New York, la ville du désastre. Los Angeles, la ville de l'harmonie. Et en fait, pas du tout. Davis fait une très belle analyse des émeutes de 1992. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était la suite du passage à tabac de Rodney King par des policiers. Les policiers ont été acquittés. Et il y a eu des émeutes. Il y a eu des émeutes dans le quartier noir. Mais, dit Davis, il y a eu une émeute invisible, comme on peut parler de l'ennemi invisible. Il y a eu une émeute invisible que les médias n'ont pas relatée dans un autre quartier juste à côté qui s'appelle Mid-City. Les émeutes ont été beaucoup plus importantes, sauf qu'il n'y a pas de noirs dans ce quartier, il y a plutôt des hispano-américains, des Mexicains. Il donne les chiffres, hein, il dit au moment des émeutes de 92, 36% des gens arrêtés étaient originaires de la communauté afro-américaine. 50% des gens arrêtés portaient des noms hispaniques. Et il dit qu'à Mid-City, quand il y a eu les émeutes, les gens se sont rués dans les magasins, mais on ne volait pas la même chose qu'à Hollywood. Hein. Il raconte qu'à Hollywood, quand il y a eu les émeutes, les gens se sont précipités dans un grand magasin de luxe qui s'appelle Fredericks, et ils ont volé la culotte de Madonna. À Mid-City, quand il y a eu les émeutes, ils sont allés au supermarché, et qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé des sprays anti-cafards et des couches pour bébés, c'est-à-dire les biens fondamentaux du quotidien. C'était des émeutes, pas pour une cause raciale, c'était des émeutes pour la faim, c'était des gens d'une grande pauvreté. Et ça, à cause du phénomène Rodney King, on ne l'a pas vu. On a cru que c'était des émeutes liées à une sorte d'indignation après 400 ans de lutte pour la libération des esclaves noirs aux États-Unis. Et il dit non, on n'a pas vu cette émeute. Donc voilà, il voit ça, il dénonce, lui, ce qu'il appelle l'utopie de la banlieue. Je conclus pour ouvrir la discussion très rapidement. En récapitulant, premier point, le concept de sécurité a d'abord été introduit par le libéralisme, pour l'opposer à l'idée de protection. D'accord? La sécurité, c'est le contraire de la protection. C'est pourquoi, première remarque qui ouvre la discussion, je pense, les défenseurs de la sécurité sont rarement les partisans de la protection. Et que les mêmes défenseurs de la protection, les mêmes défenseurs de la sécurité se défendent de ce qu'ils appellent le protectionnisme. Bon. Donc, opposition, sécurité, protection, cette opposition, ce développement de la problématique sécuritaire, c'est fait au nom de la liberté. Deuxième point que nous avons vu, presque dans le même temps, ce concept va jouer dans le champ de la philosophie politique en s'opposant à la liberté. Et l'opposition de la liberté et de la sécurité, centrale, suppose de faire intervenir, de mettre en avant l'idée d'égalité. C'est au nom de la sécurité qu'on nous a demandé de renoncer à la liberté. Aujourd'hui, nous avons renoncé à la liberté, nous n'avons pas gagné la sécurité, au contraire, le développement urbain prend acte d'une plus grande insécurité, de plus en plus problématique, et dont la cause la plus simple est le développement des inégalités. C'est simple. Pourquoi les villes sont devenues dangereuses? Parce qu'il y a le développement des inégalités. Les tensions sociales ne se réduisent pas en demandant aux gens de renoncer à leur liberté. Et non, ça ne peut pas marcher. On a donc imaginé, élaboré une autre alternative encore plus radicale, cette fois, je pense, entre sécurité et égalité. Ce qui crée les tensions sociales et l'insécurité, c'est finalement l'exigence d'égalité. Donc il suffit de dire à ces gens qui manifestent « Vous voulez plus d'égalité? Mais laissez tomber l'égalité, on va vous donner la sécurité. » C'est bon? Et accepter l'inégalité. Il nous faut accepter plus d'inégalité pour vivre en sécurité, voilà ce qu'on nous dit. Au final, voilà ma conclusion, la sécurité n'est pas une valeur politique. Ce concept apparaît plutôt, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, comme une fantastique machine à détruire les valeurs politiques, en montant toujours une alternative, en nous demandant de renoncer à une valeur pour la sécurité. Comme bien sûr, tout le monde veut la sécurité, parce que c'est une nécessité, nous renonçons successivement à la protection, à la liberté et maintenant à l'égalité. J'en déduis donc que la sécurité comme concept, c'est un puissant outil d'asservissement.
Cela ne signifie pas qu'il faut vouloir plus d'insécurité, non. Cela veut dire, pour moi, que la sécurité est essentielle, non pas comme fin de l'action politique, elle est essentielle parce que c'est une nécessité, mais cela ne veut pas dire que c'est un idéal, et cela ne veut pas dire cela veut dire qu'elle ne peut pas, la sécurité, nourrir un bon projet politique pour apprendre à vivre ensemble. Merci de votre attention.